Les vols ont été suspendus durant quelques heures ce mercredi dans le seul aéroport opérationnel de Tripoli. C'était à la suite de tirs de roquettes sur le seul aéroport fonctionnel de la capitale libyenne. À Bissau, la Cour suprême dit attendre une vérification des procès-verbaux et non pas un nouveau comptage des voix de la présidentielle. Cette explication intervient alors que la CEDEAO a félicité le candidat déclaré vainqueur. Et puis la République démocratique du Congo va célébrer vendredi le premier anniversaire de l'investiture du président Félix Tshisekedi. Un an plus tard, des Congolais réagissent et font un bilan. On en parle dans ce JT. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Les vols ont été suspendus durant quelques heures ce mercredi dans le seul aéroport opérationnel de Tripoli, la capitale libyenne. C'était à la suite de tirs de roquettes. Il s'agit là de la dernière attaque en date contre ce seul aéroport fonctionnel de Tripoli. Des précisions à travers ces images. L'aéroport de Mitiga a été la cible de 6 roquettes Grad. Un acte qui constitue, selon le porte-parole des forces du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, une menace flagrante à la sécurité du trafic aérien et une nouvelle violation du cessez-le-feu instauré depuis le 12 janvier dernier entre les belligérants. Il a accusé les milices du maréchal Khalifa Haftar d'être derrière cette attaque. La direction de l'aéroport de Mitiga a annoncé la suspension des vols jusqu'à nouvel ordre. Un avion de la compagnie Libyan Airlines, en provenance de Tunis, a dû dévier de sa trajectoire et atterrir à Misrata, à 200 km plus à l'est. Depuis le début, le 4 avril, d'une offensive des forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, pour s'emparer de Tripoli, l'aéroport a été à plusieurs reprises la cible de frappes aériennes et de tirs de roquettes attribués au pro-Haftar. Ceux-ci accusent le gouvernement d'union, reconnu par l'ONU, d'utiliser une partie de l'aéroport à des fins militaires, ce qu'il dément. Le trafic aérien à Mitiga avait repris mi-décembre, après 3 mois de suspension. Mitiga est à l'origine une base militaire avant d'être ouvert au trafic civil pour remplacer l'aéroport international de Tripoli, gravement endommagé en 2014 lors de violences. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a rencontré le président algérien Abdelmadjid Tebboune dans le cadre d'une visite à Alger, une visite qui vise à relancer les relations bilatérales. Les deux hommes ont également abordé les dossiers internationaux, au premier rang desquels la Libye et le Sahel. Reportage. Après son arrivée, il s'est entretenu avec son homologue algérien Sabri Boukadoum avant de rencontrer le Premier ministre Abdelaziz Djirad. Il devait être reçu par le président Abdelmadjid Tebboune dans l'après-midi. Le Drian est le premier ministre français à se rendre en Algérie, où a éclaté, il y a près d'1 an, un puissant mouvement de contestation anti-régime depuis la visite de sa collègue de la justice, Nicole Belloubet, fin janvier 2019. La visite de Le Drian à Alger s'inscrit également dans le cadre des efforts internationaux déployés pour résoudre la crise libyenne. Elle survient 2 jours après un sommet international à Berlin où les principaux pays concernés par le conflit en Libye ont promis de respecter un embargo sur les armes et de ne plus interférer dans ses affaires intérieures afin de tenter de ramener la paix dans ce pays déchiré par la guerre civile. Le président Tebboune, présent à Berlin, a proposé d'accueillir désormais un dialogue entre toutes les parties libyennes afin d'éloigner le spectre de la guerre de toute la région. L'Algérie, qui partage près de 1000 km de frontières avec la Libye, a multiplié ces dernières semaines les consultations pour tenter de contribuer à une solution politique. Après le Premier ministre italien Giuseppe Conte, ainsi que les chefs de la diplomatie turque, égyptienne et italienne, le président turc Recep Tayyip Erdogan est attendu en début de semaine prochaine à Alger. 36 civils ont été tués lundi lors d'une attaque contre des villages du nord du Burkina Faso. Dans la foulée, le pays a adopté mardi une loi sur le recrutement de volontaires pour lutter contre les groupes djihadistes dont les actions sont de plus en plus meurtrières et fréquentes. Les détails. Lundi 20 janvier, un groupe armé terroriste a fait éruption dans le marché de Nagraogo. Il a abattu 32 de nos concitoyens, brûlé le marché et, dans son repli, en a abattu 4 autres au niveau du village d'Alamou. Cette attaque a également fait 3 blessés
Face à ces attaques répétées contre les populations, le gouvernement a lancé un appel à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité et au renforcement de la solidarité entre Burkinabés, a indiqué le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Dandjinou, dans un communiqué. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a décrété un deuil national de 48 heures, allant du mercredi 22 janvier au 23. Durant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics. Les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites. Située juste en dessous de la province de Soum, frontière malienne, la province de Samantanga est également très touchée par des attaques djihadistes. Elle accueille de nombreux camps de réfugiés et déplacés internes. Le Parlement a adopté mardi à l'unanimité une loi permettant le recrutement de volontaires locaux dans la lutte anti-djihadiste. Le recrutement de volontaires était une idée lancée par le président Roch-Marc Christian Kaboré en novembre 2019, après l'attaque contre un convoi d'une société minière canadienne qui avait fait 38 morts dans l'Est. Sur le terrain, ces volontaires auront des armes légères, des moyens de communication et des moyens d'observation. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait plus de 750 morts et 560 000 déplacés depuis 2015. Lundi, les experts en sécurité avaient présenté au président Kaboré un projet de nouvelle politique de sécurité pour le pays. Une opération de déguerpissement conduite par la marine nigériane a surpris plus d'un. 10 000 personnes ont été réveillées mardi matin par des coups de feu des forces navales. Elles ont intimé l'ordre aux habitants des maisons situées sur une plage aux abords de Lagos de vider immédiatement les lieux. Reportage. Les premiers bulldozers sont arrivés en milieu d'après-midi, menaçant de raser toute la communauté de Tarkwa Bay, plage réputée de la capitale économique. Un peu plus tôt, les soldats de la marine ont demandé aux habitants de quitter les lieux. Je n'ai aucune idée d'où aller, se désespère une mère de 4 enfants. Dans la débandade, les habitants de Tarkwa Bay ont traversé la mer pour rejoindre la ville sur des bateaux surchargés de matelas et ustensiles de cuisine. Uniquement accessible par mer, Tarkwa Bay est l'un des rares lieux semi-rural et touristiques, à la fois ayant survécu à l'urbanisation effrénée et à l'explosion démographique de la mégalopole économique de 20 millions d'habitants, mais son emplacement à l'entrée du port de Lagos en fait également un lieu de trafic de tout genre. Cette opération s'inscrit contre le vandalisme des équipements de la compagnie nigériane de pétrole, plus grand producteur d'or noir du continent, a expliqué le porte-parole de la marine. Il y a de graves irrégularités qui ont lieu dans ces communautés, poursuit-il, citant notamment les constructions sur les oléoducs et les vols d'essence. Tous les villageois ne sont pas des vandales, mais s'ils ne les dénoncent pas, ils sont responsables, affirme le commandant. Le quartier de Tarkwa Bay est le 24e ensemble de maisons depuis un mois à avoir reçu l'ordre de déguerpir par la marine dans cette zone très densément peuplée. Une association qui vient en aide aux personnes délogées accuse les autorités de chasser les populations les plus pauvres qui vivent le long des bords de mer pour y bâtir de vastes projets immobiliers dans cette ville surpeuplée où le mètre carré s'arrache parfois à prix d'or. En Guinée-Bissau, la Cour suprême a expliqué attendre une vérification des procès-verbaux et non pas un nouveau comptage des voix du second tour de la récente élection présidentielle. Une clarification de l'institution qui intervient en pleine querelle sur l'issue de cette élection. Plus de 3 semaines après le scrutin du 29 décembre dernier, le nom du vainqueur reste disputé entre Umaro Sissoko Embalo, issu de l'opposition, et Domingos Simões Pereira, du parti PAIGC. Les résultats publiés par la commission électorale donnent Umaro Sissoko Embalo vainqueur avec 53,55% des voix. Des résultats contestés par Domingos Simões Pereira. La Cour suprême qui l'a saisi a rendu ces derniers jours 2 arrêts qui maintiennent le statu quo. La commission électorale estime définitifs les résultats qu'elle a annoncés, mais un arrêt rendu vendredi par la Cour suprême donne lieu à des interprétations contradictoires. Selon les avocats du candidat du PAIGC, la Cour a ordonné de recompter les bulletins de vote.
Ce mardi, la Cour suprême, qui a clarifié les choses, a expliqué qu'à aucun moment il n'a été question dans ce document de nouveau décompte des voix, mais plutôt de vérification des procès-verbaux au niveau national. À en croire l'institution, il s'agit tout simplement de procéder à la vérification ininterrompue de tous les procès-verbaux du début à la fin, même si cela doit prendre plusieurs heures ou plusieurs jours, conformément aux dispositions du Code électoral. Aux dernières nouvelles, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a adressé ses félicitations au candidat déclaré vainqueur, Umaro Sissoko Embalo. Autre actualité dans cette édition, la République démocratique du Congo va célébrer vendredi le premier anniversaire de l'investiture du président Félix Tshisekedi, une première transition pacifique obtenue au prix d'un accord de coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila. Un an plus tard, les Congolais réagissent et font un bilan. On écoute. La première chose dont je suis fier au sujet du président, c'est l'annulation des frais de scolarité. La deuxième chose, c'est la paix dans le pays. Malgré l'inflation du dollar, il y a la paix. Je me focalise sur le discours du président de la République. Il nous a promis que non, l'année 2020, ça sera une année d'élection. Tellement nous sommes au début, nous attendons maintenant. Nous sommes passés pour attendre des actions pour que nous... Parce qu'avec le président, on attend toujours des mots, des messages, des discours à la nation et des promesses qui ne se réalisent jamais. Et il n'a pas de bilan parce qu'il n'a encore rien fait. On attend. Je ne sais pas comment le protéger, il n'y a pas de bilan pour lui à donner. Nous remarquons quand même par ses décisions, par ses actions que le président de la République veut vraiment que le Congo aille de l'avant. Au Zimbabwe, le chef de l'opposition Nelson Chamisa a demandé à ses partisans de se préparer à de nombreuses manifestations pour provoquer un changement politique dans le pays en crise. C'était au cours d'une réunion publique à Mbare, un quartier de la capitale Harare. Reportage. La Constitution nous autorise à manifester. Cette année sera donc une année de mobilisation et de manifestation, a lancé Nelson Chamisa devant plusieurs milliers de sympathisants de son mouvement, le Mouvement pour un changement démocratique MDC. Il n'y a pas d'armes qui puissent vous arrêter. Il n'y a pas de politiciens qui soient assez puissants pour vous arrêter. Donc, chers Zimbabwéens, n'oubliez pas vos droits de manifester. Le dialogue doit être encadré et soutenu par un médiateur crédible. Ce dialogue doit être un dialogue qui ne porte pas sur le pouvoir ni sur les positions. Au pouvoir depuis la fin 2017, le président Emmerson Mnangagwa a hérité de son prédécesseur Robert Mugabe qui a régné sans partage pendant 37 ans d'un pays financièrement exsangue. La situation de ces 15 millions d'habitants s'est encore aggravée récemment avec le retour de l'hyperinflation, des coupures d'électricité, des pénuries de produits comme la farine, le carburant et les médicaments, sans oublier la sécheresse. Partenaires internationaux, aidez-nous, entendez notre voix lorsque nous vous appelons à l'aide. Oubliez nos problèmes dans le pays. Aidez-nous sur le front humanitaire. Aidez-nous sur le front de la santé. Aidez-nous à nourrir les gens. S'il vous plaît, aidez notre peuple, sinon nous perdrons la vie. L'opposition et la société civile accusent Mnangagwa de réprimer systématiquement leurs manifestations contre la dégradation continue de leurs conditions de vie. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.